De vous faire quelques économies en famille. Ce matin, notre dossier du jour s'intitule « Comment bien réussir sa succession ». Notre expert en gestion du patrimoine qui nous rejoint. Bonjour Benjamin Clark-Hoffman. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Alors Benjamin, aujourd'hui, avant de nous donner des trucs et astuces, on va regarder un sujet pour éviter de donner notamment un peu trop de son héritage à l'État. Alors avant de parler ensemble et de nous donner vraiment tous les tuyaux, regardez, il y a quelques chiffres dans ce document et on en parle juste après. Maman et papa n'ont rien prévu pour leur succession. Super, on va payer plein pot et on va tous se fâcher. Seuls 18% des septuagénaires français ont préparé leur succession. Et pourtant, l'organiser permet de limiter les frais de succession, de désigner éventuellement d'autres bénéficiaires et d'éviter des conflits familiaux. Vous avez donc tout intérêt à organiser votre héritage en effectuant de votre vivant des donations à vos héritiers. Cela vous permet aussi de bénéficier des abattements fiscaux pour donation et donc de réduire le coût de la succession pour vos héritiers. Plusieurs types de donations existent. La donation avec réserve d'usufruit vous permet par exemple de conserver l'usage de votre logement jusqu'à votre décès, de continuer d'y habiter ou de percevoir les loyers s'il est en location. La rédaction d'un testament n'est pas obligatoire. S'il n'y en a pas, les biens du défunt sont répartis entre les héritiers selon les règles du Code civil. Mais il peut vous permettre de favoriser un héritier ou de figer certaines de vos volontés. Attention, vous ne pouvez pas totalement déshériter vos enfants. Une part minimum leur revient obligatoirement, c'est la réserve légale. Ah que c'est bien compris ? Ah oui, dans la famille Hallyday, on connaît bien toutes ces problématiques. Alors, c'est difficile vraiment de préparer, de bien réussir son héritage en France. C'est surtout psychologique avant tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je prépare mon héritage, on a tendance à se dire je vais me démunir dès maintenant, alors que je suis dans ma retraite, que j'ai envie de profiter des choses, je vais donc me démunir pour commencer à donner, et en même temps, il faut le dire, c'est aussi penser à la mort, donc bien souvent... C'est pas très agréable. Exactement, donc voilà. On a tendance à l'éviter. Alors, est-ce qu'en France, on pense moins facilement à l'héritage, à rédiger un testament que dans d'autres pays dans le monde ? Est-ce qu'on est vraiment un petit peu unique au monde pour ça ? Alors, unique, non, mais on n'est clairement pas les plus performants en la matière, et on a tendance un petit peu à traîner la patte en se disant, finalement, ils se débrouilleront le jour où je ne serai plus là. Exactement, donc d'où ce chiffre qu'on a vu, 18% des Français de plus de 70 ans qui ont préparé leur succession. Donc ça veut dire qu'on a presque 80% et plus de 80% de gens qui n'ont pas préparé ce testament. Alors, vous avez dit, c'est psychologique, on n'a pas envie de penser à la fin. On a la sensation de se démunir. C'est une sensation ou c'est réel ? Est-ce qu'on paye quand même de son vivant quand on veut organiser sa succession ? Alors, déjà, on a le choix. On en parlait dans le reportage. Une des donations que l'on peut effectuer, c'est la donation de la nue propriété et on conserve l'usufruit. Donc, typiquement, j'ai un appartement, je donne la nue propriété à mes enfants ou à mes petits-enfants et moi, je vais garder l'usufruit, donc c'est-à-dire la possibilité d'y habiter, si c'est une résidence principale ou une résidence secondaire, et si je le mets en location, la possibilité de percevoir les revenus. Alors, pour être clair, encore plus clair, usufruit, ça a un coût, et la nue propriété, ça a un coût. La nue propriété, c'est le coût réel de la maison ou pas ? Non, la nue propriété... en fait, il faut bien comprendre qu'une maison entière, c'est la pleine propriété, qui se divise en nue propriété et usufruit. Usufruit, c'est juste vraiment la possibilité d'y habiter, donc l'usus et le fructus, d'en tirer les fruits. D'accord. Donc, dans ce cas-là, si je veux donner une partie de mon habitation ou mon habitation, je la donne en nue propriété à mes enfants. Et là, il ne peut rien m'arriver parce que certaines personnes se sont vues presque mettre dehors par leurs enfants alors qu'elles avaient de bonne foi donné un petit peu en avance leur propriété. Il faut savoir que l'usufruit, c'est un droit donc, qui est temporaire, mais qui est viager. C'est-à-dire, tant que je suis en vie, ce droit-là ne va pas s'éteindre. Donc, c'est un droit qui est réel. Donc, il faut bien en avoir conscience que lorsque je fais ce type de donation-là, on ne pourra pas me mettre dehors de ma maison ou on ne pourra pas venir me prendre mes revenus. Je parle surtout quand il s'agit de familles recomposées ou quand c'est des belles-filles ou des beaux-fils qui disent finalement, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas la maison de papa ou de maman, voilà. Donc, il faut savoir que vraiment, c'est pas possible.
possible quand on fait un démembrement. Alors justement, dans le cas d'une famille recomposée, il existe une notion, vous dites, d'usufruit successif. Ça veut dire quoi, ça? Alors, l'usufruit successif, c'est tout simplement quand il y a un des deux parents ou grands-parents tout simplement qui décèdent, parfois on peut être amené à refaire sa vie et on se dit, moi je voudrais peut-être bien donner à mes enfants, mais j'ai pas envie que mon compagnon actuel, qui n'est pas le père ou la mère de mes enfants finalement, puisse se retrouver dehors. Donc je vais faire un usufruit qui va porter sur ma tête, donc qui sera viager, et un usufruit successif qui sera pour mon compagnon ou pour ma compagne, et à ce moment-là, ça veut dire qu'elle jouira des mêmes droits que moi de son vivant, et mes enfants, à ce moment-là, quand tous les deux nous éteindrons, mes enfants récupéreront la maison. D'accord. Alors pour ceux qui décrochent un peu avec la paperasse comme moi et qui sont devant leur écran et qui sont un peu comme dans Les Inconnus, vous savez, les trois frères, où on leur parle avec des mots bizarres et dit quoi, le jus de fruits, rappelle-moi. Eh bien, le mieux, c'est de se faire conseiller. Alors vous, par exemple, vous êtes conseiller en patrimoine. Qui est-ce qu'on doit le voir? Plutôt un notaire, plutôt un conseiller en gestion du patrimoine pour ce genre d'affaires-là? Alors, on peut s'adresser aux deux personnes. Si c'est un notaire, bien s'assurer qu'il ait des compétences, on va dire, dans le domaine successoral au niveau familial, puisque certains ont axé plutôt leur spécificité ailleurs, comme dans l'immobilier. La même chose, quand il s'agit d'un conseiller en gestion de patrimoine, ils ne sont pas tous égaux, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc là, par contre, c'est vraiment au niveau des diplômes et bien vérifier quelle est la qualité du conseiller en gestion de patrimoine avant de s'adresser à lui. Voilà, alors qu'est-ce qu'on doit vérifier avant de faire confiance à un homme de loi comme le notaire ou à un conseiller? C'est tout simplement, encore une fois, ça va être tout simplement les diplômes et les diplômes qui vont faire foi. Si jamais vous allez vous adresser à quelqu'un qui vous dit j'ai fait un BTS assurance, sans que ce soit péjoratif, un BTS assurance par contre ne prépare pas typiquement à être capable de parler de succession ou de mettre des choses en place pour la succession. Le bon plan, vous m'avez dit, pour la succession, ça reste l'assurance vie. C'est vrai, ça c'est quelque chose qui coûte moins à celui qui va donner et peu à celui qui va recevoir? Alors, qui peut ne rien coûter à celui qui va recevoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'assurance vie, on peut donner 152 500 € par couple assuré bénéficiaire. Je suis titulaire d'un contrat d'assurance vie, j'ai 2 enfants, ce sera 152 000 pour un enfant, 152 000 pour un autre enfant, et ça sans aucun droit de succession. Alors, on va peut-être s'orienter vers une assurance vie parce qu'on va terminer en rappelant les taxations des droits de succession en France, taxation très importante. Est-ce que vous les avez en tête? Parce que sinon, je peux vous aider ici. Alors déjà, il faut... De 12 à 16 000 € par exemple, c'est 10% de la somme qui va être perçue par l'État. Alors avant, je me permets juste, avant ce barème de taxation, il faut savoir que dans tous les cas, en France, on reste toujours exonéré. Il y a un seuil d'abattement qui est de 100 000 € tous les 15 ans, que ce soit en termes de succession ou en termes de donation. C'est-à-dire que je peux donner 100 000 € à chacun de mes enfants sans être taxé. Et ça peut se répéter tous les 15 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut l'anticiper. Et à ces 100 000 € là, on peut ajouter ce qu'on appelait avant le don Sarkozy, qui est donc maintenant le don de somme d'argent, qui est de 31 865 €. C'est-à-dire que je peux donner cette somme-là sans être imposé à mes enfants ou à mes petits-enfants. Sans être taxé. Et ça, ces 31 000, on peut les donner une seule fois ou on peut... C'est tout pareil, c'est tous les 15 ans. Très bien, parce que sinon on a des sommes qui sont quand même perçues par l'État qui sont très très fortes. Par exemple, de 16 à 550 000 €, ça va être 20% de taxation. Ça peut monter jusqu'à 45% de taxation. Et pour 550 à 900 000 € par exemple, c'est 30% déjà de taxes. Donc pour éviter ça, on anticipe et on essaie de faire soit de la donation, soit peut-être de l'assurance vie. Ou du démembrement, on en parlait avec l'usufruit, qui est aussi un bon point de départ. Merci beaucoup sans se dessaisir. Pour vos conseils. Voilà, exactement. Et allez-y, surtout armé d'un conseiller, parce qu'il faut vraiment bien comprendre et que tout soit clair dans l'esprit de chacun. Merci à vous. Dans un instant.